Donc, on va parler de la gazométrie, c'est-à-dire l'exploration proprement dite. On va commencer par le prélèvement. Donc, le prélèvement, donc, c'est la phase préanalytique. Donc, cette phase qui doit être respectée pour assurer la fiabilité et la qualité des résultats. Donc, on va commencer par le prélèvement. Le prélèvement de la gazométrie doit se faire sur un tube avec anticoagulant. C'est surtout les paris. Les autres anticoagulants doivent être évités car ils peuvent eux-mêmes faire varier le pH par un transfert d'électrolytes entre le plasma et les globules rouges ou par leur effet tampon. Deuxième point, le prélèvement doit être fait en anaérobiose stricte. Donc ici, on revient aux échanges de gaz entre les deux milieux. Donc, en sachant que la pression partielle en CO2 de l'air atmosphérique est d'environ 0,2 mm de mercure, alors que celle du sang se situe autour de 40 mm de mercure. Le sang va perdre rapidement et facilement du CO2 par diffusion au contact de l'air. Et dans ce cas, le pH va augmenter. Et en même temps, il va gagner de l'oxygène et on aura une augmentation de la pression partielle de l'oxygène. Donc, on va s'attendre à de faux résultats. Donc, ce qui exige l'anaérobiose stricte. Donc, il faut éliminer toutes les bulles d'air. Le dosage doit être réalisé immédiatement, sinon il faut placer le prélèvement dans de la glace et différer s'il est nécessaire le dosage après 1 heure. Pourquoi? Parce que si le prélèvement n'est pas mis dans de la glace, on aura production de l'acide lactique par les cellules sanguines, une part, ce qui va faire baisser le pH. D'autre part, les autres cellules du sang, telles que les leucocytes et les thrombocytes, peuvent utiliser l'oxygène de l'échantillon si le délai est dépassé. Donc, il y a un risque de faire modifier et le pH et la pression partielle en oxygène. Donc, il faut aussi savoir ou connaître les conditions ventilatoires, c'est-à-dire du malade. Est-ce qu'il est dans de l'air ambiant? Est-ce qu'il est sous oxygène, c'est-à-dire sous un masque? Ou il s'agit d'une ventilation assistée. Il faut aussi préciser la température du malade. Et le prélèvement, généralement, il est fait au niveau d'une artère, d'une veine ou au niveau des capillaires. On peut faire un prélèvement au niveau de l'artère fémorale, au niveau de l'artère humorale. Donc, le prélèvement capillaire, généralement, il nécessite une artériolisation correcte du site de ponction, c'est-à-dire une bonne vasodilatation. Donc, la gazométrie, elle va englober le dosage de certaines mesures, de certains paramètres, alors que d'autres ils vont être calculés. Donc, les paramètres dosés sont le pH et les gaz du sang, la pression partielle en CO2 et la pression partielle en oxygène. Les autres paramètres qui sont calculés, donc on a la concentration des BK, qui est déduite à partir de l'équation d'Anderson, et on a le CO2 total, qui va être calculé à partir de la formule qui représente la somme, la concentration des bicarbonates et le CO2 dissous, c'est-à-dire c'est la fraction du gaz. Donc le CO2 dissous, c'est le coefficient de solubilité de ce gaz multiplié par la pression partielle en CO2. Donc en même temps que la gazométrie, on doit faire la mesure de l'ionogramme sanguin et l'ionogramme urinaire. Alors, surtout, c'est pour calculer le trou anionique. On a déjà terminé avec les paramètres qui vont être dosés avec ce gazomètre. Donc, on va voir les paramètres calculés. Donc, le premier, c'est la concentration des BK. On a dit que cette concentration elle est déterminée à partir de l'équation d'Anderson-Haselberg qu'on a déjà vue. Donc, la valeur normale varie entre 22 à 26 mmol par litre. On déterminera aussi, on calculera le CO2 total plasmatique. On a dit que c'est la somme de la concentration des bicarbonates plasmatiques, du CO2 dissous qui est proportionnel
à la pression partielle au CO2 avec un coefficient de solubilité, plus le CO2 carbamine miné qu'on considère comme une valeur négligeable. Donc ce qu'on va calculer, c'est en réalité la somme des bicarbonates plasmatiques avec la somme de la pression partielle en CO2. Donc on a normalement 25 millimoles par litre. Troisième paramètre, c'est les bases tampons. Donc, c'est la somme des concentrations en millimoles des anions tampons d'1 litre de sang total qu'on va déterminer chez un sujet qui est sain. Normalement, elle varie entre 46 à 48 millimoles par litre. Et à partir de ce paramètre, ces bases tampons, on va déterminer ce qu'on appelle l'excès de base, qui correspond à la différence entre la valeur calculée des bases tampons d'un individu, c'est-à-dire un sujet qui présente un éventuel déséquilibre acido-basique, et la valeur de l'excès de base d'un individu qui est normal. Donc, normalement, elle doit être entre 0 plus ou moins 2 millimoles par litre. Enfin, on terminera par la détermination de la saturation, qui est le rapport entre l'oxyhémoglobine et l'hémoglobine totale, normalement qu'elle se situe entre 95 à 98%. Donc, on va parler maintenant du déséquilibre acido-basique. Donc, on va déterminer ou on va parler beaucoup plus des termes qu'on va utiliser. Qu'est-ce que c'est une acidose, une alcalose? D'abord, quelle est la différence entre acidose et acidémie ou alcalémie? Lorsque je dis acidémie, c'est directement en rapport avec les variations du pH. Donc, acidémie, le pH sanguin, il est normalement inférieur à 7,35. Alcalémie, le pH, il est supérieur à 7,45. Et l'acidose, par contre, c'est le processus pathologique qui tend à faire baisser le pH sanguin. Donc, ça n'a rien à voir. Acidose, ça veut dire pH, il est inférieur à 7,35. Donc, au contraire, ce sont les processus pathologiques qui tendent à faire baisser ce pH sanguin. Et il est respiratoire automatiquement, le poumon, c'est lui qui est à l'origine de ce trouble. Donc, on a une hypo ou une hypercapnie primitive. Et il est métabolique. Le trouble primaire est dû à l'accumulation des acides fixes ou bien à une perte excessive des bicarbonates. Et donc, c'est le rein qui est atteint. Donc, ici, vous avez un tableau qui englobe tous les désordres acido-basiques. Donc, le désordre primitif, le trouble primaire, c'est-à-dire biologiquement, qu'est-ce qu'on a comme trouble primaire par rapport aux paramètres qu'on vient de voir de la gazométrie, et comment se fait la compensation. À chaque fois, quel est l'organe qui va intervenir pour assurer la compensation et comment il va l'assurer. Donc, vous avez l'acidose métabolique, l'acidose respiratoire, l'alcalose métabolique, l'alcalose respiratoire, mais aussi vous avez l'acidose mixte, respiratoire et métabolique, et l'alcalose mixte, respiratoire et métabolique. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, de l'acidose métabolique, donc acidose métabolique, donc on a le pH qui est inférieur à 7,38. Lorsqu'on dit acidose métabolique, donc le désordre primitif ou le trouble primitif métabolique, donc c'est les bicarbonates, donc c'est le rein. Donc, puisque c'est une acidose, donc ceci est dû à une perte excessive de la réserve alcaline, c'est-à-dire des bicarbonates au niveau urinaire. Donc, vous voyez, il y a une diminution des bicarbonates et leur taux il est inférieur à 22 millimoles par litre. Dans ce cas, quel est l'organe qui va agir pour assurer la compensation? Puisque le trouble primaire, on a dit que c'est urinaire, c'est rénal. Donc, c'est le poumon qui va agir pour assurer la compensation. Puisqu'il s'agit d'une acidose, donc il va faire pour éliminer le maximum de CO2, ce qui est compensé par une diminution de la pression partielle en CO2 qui est inférieure à 36 mm de mercure. Si je prends le cas d'une alcalose, l'alcalose métabolique, donc alcalose, le pH il est augmenté, il est supérieur à 7,42. Elle est toujours métabolique, donc le trouble primitif, c'est toujours rénal, ça tourne toujours autour de la réserve alcaline, c'est-à-dire des bicas. Mais cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'une alcalose, c'est que le rein, il
Il retient beaucoup de bicarbonate, la réabsorption est très importante, donc la concentration en bica, elle est augmentée, elle est effectivement supérieure à 26 millimoles par litre, et c'est toujours le poumon qui va agir pour compenser ce trouble, mais cette fois-ci, il va compenser, puisqu'on est devant une alcalose, en essayant de freiner l'élimination du CO2. Donc, on aura une diminution, on est devant une hypoventilation, donc ce qui a pour conséquence une augmentation de la concentration de la pression partielle en CO2. Donc, pour les autres désordres, il faut toujours suivre le type du désordre, acidose ou alcalose, si elle est métabolique ou respiratoire. Donc, toujours, il faut mettre en tête que métabolique, c'est la réserve alcaline, donc c'est le rein. Ça tourne autour de la concentration des bica. Et respiratoire, donc c'est le trouble, il est primitif, c'est au niveau du poumon. Et le paramètre qu'on doit étudier, c'est la concentration de la pression partielle en CO2. Et chaque fois, si le rein il est atteint, la compensation se fait par le poumon et inversement. Donc ici, on va prendre l'exemple de l'acidose métabolique pour voir quelles sont les causes de cette acidose métabolique. C'est un peu particulier l'acidose métabolique parce qu'on doit étudier le trou anionique. Donc devant toute acidose métabolique, on doit rechercher ou calculer le trou anionique. Le trou anionique, comme vous savez, l'électroneutralité fait qu'il y a autant de cations que d'anions. C'est-à-dire, on a aussi bien la même concentration des anions que des cations. Les anions, donc vous les connaissez, ils sont représentés surtout par les bicarbonates, les chlores, mais il y a aussi les anions qui sont indosés, parce qu'ils ne sont pas présents en concentration importante, c'est en concentration négligeable. On a les protéinates, les phosphates, les sulfates et les anions organiques. De l'autre côté, on a les cations. On a les cations représentés surtout par le sodium, c'est le plus important. Et on a les cations indosés, c'est le calcium et le magnésium. Pour le trou anionique, il est égal à la différence entre les cations et les anions. Les cations représentés surtout par le sodium et les anions, c'est la somme des bicarbonates et des chlores. Ce trou anionique, on doit le retrouver une valeur de 12 plus ou moins 4. Maintenant, on a trois probabilités, trois possibilités. Soit on retrouve un trou anionique normal avec un maintien de la concentration des bica, du chlore et du sodium, comme on peut avoir un trou anionique normal, mais avec qu'on appelle trou anionique normal hyperchlorémique. Hyperchlorémique, donc c'est la concentration du chlore qui augmente. Donc initialement, elle était à 106 chez le sujet normal. Dans le deuxième cas, trou anionique hyperchlorémique, on dit trou anionique normal hyperchlorémique. Le taux de la chlorémie, il est à 126. Alors que le taux des bica, il a diminué. Donc, en quelque sorte, il y a une compensation, une hyperchlorémie qui est compensée par une diminution de la concentration des bica. Dans le troisième cas, on a le trou anionique élevé. Le trou anionique élevé, comme vous le voyez, toujours on a la même concentration du chlore que ce sujet normal, la même concentration mais par contre la concentration des bica, elle a été écrasée par la totalité des anions indosés. Donc c'est un trou anionique qui dépasse 16. Donc on parle de trou anionique. Donc je récapitule, il y a le trou anionique normal, le trou anionique hyperchlorémique, mais qui est normal, et le trou anionique élevé, c'est surtout par augmentation de la concentration des anions indosés.